Alors ce soir, on fait des tests BATS pour tester le registre officiel Docker remis à notre sauce. Donc sans plus tarder, hop, on va faire le journal de bord. Donc, on va donc faire des suites de tests BATS pour s'assurer que notre conteneur, entre parenthèses, à notre sauce, faisant tourner le registre officiel, fonctionne bien. Voilà, donc c'est le programme de ce soir. On fait des tests BATS. Alors, quelques remarques. Le registre de conteneur officiel, il est bien parce qu'il peut être entièrement paramétré par variable d'environnement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de conteneur init. Parce qu'on n'a pas de fichier de configuration à transformer. On met juste ces variables d'environnement directement sur le conteneur et ça marche. Pas besoin de conteneur init vu que les configurations peuvent être entièrement définies en variable d'environnement. Donc ça, c'est cool. Et donc, c'est pour ça que sur l'entry point, j'ai enlevé l'étape qui attend pour un init. On n'a pas besoin. No need to wait for an init. Je mets ça pour qu'on se rappelle, pour ceux qui veulent utiliser ce conteneur et qui se disent, tiens, pourquoi pas cette étape? Il n'y a pas besoin de cette étape. Donc, du coup, je vais relancer la compilation du binaire, la construction du conteneur, et on va lancer les premiers tests BATS. Alors, les tests de base de ce soir, ça va être facile. Enfin, facile. Ça va être des tests de base. Il y a un access control. Ça, c'est obligatoire. Et il y a le test de l'upload et le test du download. Voilà. Bon, donc on attend que ça compile. Je vais marquer ça dans le registre. Les suites de tests sont contrôle d'accès et upload et download. Des suites de tests de base. La grande majorité des... En fait, la grande majorité des tests, elle sera faite pour Go Arbor. Là, c'est juste pour s'assurer qu'il est fonctionnel, ce conteneur. Et donc, on ne se retrouve pas avec des bugs côté Go Arbor. Là. Donc voilà, qu'on ne se retrouve pas avec des bugs côté Go Arbor. En fait, on va faire les tests de base de registry dès maintenant. Allez, on le construit.
Moment de stream incroyable. Incroyable. Ah, ça valait un popcorn, ça. Ah. Moment de stream incroyable. Je m'étouffe en live. Clipper, clipper, clipper. Ah. Et donc. Vous êtes sur un stream professionnel, mesdames et messieurs. Ça se voit, hein? Bonsoir la MED, bonsoir Dalongo. Tu aurais filaton, hein? Au moment où je m'étouffe avec de l'eau. C'est dangereux l'eau. Un petit sudo rm-rf. Astérisque, non. Je choisis le sudo rm-rf que je fais. Ça, c'est une blague. Premier jour d'école d'ingénieur, on a essayé de me la faire faire, celle-là. Hein. Heureusement, c'était dans une VM. Bon, allez, le conteneur se construit. Ah, j'ai vu ton message sur YouTube, Dalongo. J'ai changé les liens, normalement, hein, du Discord. Je sais pas pourquoi, j'ai dû prendre un mauvais lien et il fonctionnait pas, celui-là, ouais. Normalement, ceux qui sont maintenant sous les vidéos YouTube fonctionnent. Hop, on va faire notre premier test. Et je regarde mes commentaires, hein. YouTubeur professionnel, c'est ça. Surtout que... Mais tu dois la connaître, j'ai vu que tu faisais quelques vidéos YouTube. Tu dois la connaître, l'interface des commentaires de YouTube. Il y a des trucs trompeurs dedans. Hein. Je veux dire, à partir du moment où tu réponds à un commentaire, il te présente plus les éventuelles re-réponses, re-questions de la personne. Ah. Pourquoi ça démarre pas, là? Oui, la nouvelle est vraiment infâme en plus. Ouais. Alors... Ouais, l'ancienne était mieux, ouais. Et il y avait beaucoup plus de choses. Donc, wait for Docker cert file ne semble pas fonctionner. Pourquoi? C'est nouveau ça. Alors, jobs, bat. Il a un Docker normalement? Oui, il a un Docker. Pourquoi il le up pas? Si, il le up. Ah, mais il arrête pas. Il y a une étape qui monte quelque part. C'est d'arrêter le conteneur à un moment donné. Alors. Oh. All clean. C'est où que j'arrête? C'est dans clean env, je crois, non? Ça demandera à être simplifié quand même, hein, parce que effectivement il y a beaucoup de petits fichiers dans tous les sens. Aujourd'hui, la mode, c'est minimalisme, mais ça va dans le mauvais sens, des fois. Bientôt, ils vont supprimer le bouton upload. Bah ouais. C'est vraiment... Parce qu'il faut comprendre comment ils ont voulu faire le truc pour... En fait, il faut se mettre dans leur cerveau, quoi. Mais...
J'ai autre chose à faire que d'aller dans leur cerveau pour comprendre comment où ils veulent qu'on clique. Alors c'est ça, voilà. C'est ça qui manque. C'est local clean. C'est celui-là. Ah non, il y est. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Local test bats, test jobs, local clean. C'est bizarre ça. Bon, je vais relancer, voir ce qu'il me dit. C'est bien, ça l'a fait 5 minutes avant le début du stream. Ça marchait très bien cet après-midi. 5 minutes avant le début du stream. Oh, belle erreur. Super. C'est les joies du direct. Ah, mais là, ça le semble le faire. On va voir. Je vais reprendre un peu d'eau. Je vais essayer de ne pas m'étouffer. C'est le défi du soir. Ça va. Mais c'est pas possible. Les joies du direct, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Asset certs client CAPEM. Certs. Il n'y a rien dans certs. Ah donc le conteneur, quand je le démarre, il crée pas ces fichiers. Ah c'est sympa. J'avais jamais fait attention perso sur GitLab que pour CICD, fallait mettre un GitLab Runner. Ben oui, si, ouais, il faut mettre un GitLab Runner. Si possible sur un autre environnement que l'environnement qui fait tourner GitLab. Ouais. Et puis après, il faut le paramétrer. Alors il propose Shell, VirtualBox, Docker et Kubernetes. Là, ceux que j'ai sur le GitLab actuel, ils sont tous en Docker. Alors, bon. Qu'est-ce qu'il a en Docker? Pourquoi il démarre pas correctement? C'est sympa ça. Hop. Oui, bien sûr. Si on choisit Docker, il faut installer Docker derrière, oui. Oui. Kubernetes, il faut avoir une grappe Kubernetes, etc. Donc tu es en train d'installer un GitLab? Oh, il démarre bien ce DIND. Alors pourquoi il veut pas faire ses fichiers?
Attends, on va regarder. Je l'ai depuis quelques mois pour moi en perso, mais j'ai découvert en cours les jobs, tout ça, donc je m'amuse à config ça. Bah ouais. Non, mais c'est pas mal GitLab. Moi, je dis du mal de GitLab sur leur politique d'entreprise, mais sinon pour leurs produits, il est bien. Hein. Mais après, le problème, c'est qu'ils créent une dépendance envers eux absolument énorme. Bon, alors, les certificats. Pourquoi ils créent pas les certificats, celui-là ? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ? C'est pour ça que moi, j'utilise d'autres produits. Et que j'essaye de développer avec d'autres outils, quoi. L'objectif étant que j'arrive à me débarrasser de GitLab. Parce que je sens mal le futur. Je sens une énorme dépendance se créer. Et le jour où ils changent leur politique commerciale, ça va être compliqué. Hein. Bon, allez, je reviens à mes trucs, moi. Donc on va faire un clean général. Imaginons que c'est un fichier qui soit corrompu. De créer un GitLab toi-même, mais en fait la forge logicielle c'est ça, c'est le but du jeu. J'aime bien les services self-host, c'est sympa de config d'héberger soi-même, même si la redondance n'est pas la même que chez des hébergeurs. Bah ouais, en fait, le but du projet là, c'est de faire pas un GitLab, c'est une forge logicielle, le terme générique, et adapté à mes besoins, et j'essaie de la faire extrêmement flexible pour pouvoir s'adapter à d'autres besoins hein, éventuellement. Et j'utilise d'autres paradigmes de code que GitLab. GitLab, c'est un outil monolithique, c'est-à-dire c'est du tout en un. C'est-à-dire tu prends l'outil GitLab, tu as tout dedans. C'est pas toi qui choisis, c'est eux qui choisissent ce qu'ils mettent dedans et tu as tout dedans. Ce qu'ils ont choisi. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est un truc ultra modulaire où en fait, tu auras des portions, des petits bouts des petits conteneurs par-ci par-là, et tu choisis dedans ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et bah oui, c'est intéressant. Et tu vois, par exemple, j'ai l'idée de faire ce projet depuis 1 an à peu près. Et au début, je me disais, bon, je vais adapter un GitLab et tout ça. Et j'ai regardé l'API, la doc, etc. de GitLab. Et j'ai vu qu'en fait, ils poussaient vraiment vers un truc monolithique. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du bout, c'est eux qui avaient toujours la main. C'était toujours l'entreprise GitLab.com qui avait la main. Et donc, tu te retrouvais piégé dans la politique de l'entreprise GitLab.com. Par exemple, ils ont 3-4 lignes pour expliquer qu'ils ne souhaitent pas qu'on fasse des plugins de code pour étendre le code de GitLab. Ils voudraient qu'on fasse tout sur leur tronc commun, sur leur Git, sur donc leur baseline. Et le truc, c'est que c'est eux qui choisissent ce qui commit ou pas, quoi. Et donc, comme ils n'ont pas l'intention de faire un truc avec une API interne pour que ça soit modulaire et que ça permette des plugins, vu qu'ils n'en veulent pas, à chaque fois qu'on développe un code qui fait une extension de GitLab et qui se greffe sur leur code à eux, eh bien, chaque mise à jour de chez eux, on peut avoir des cassures de compatibilité, vu qu'ils ne prennent pas ça en compte du tout. Et donc voilà, on se retrouve vraiment piégé. Et comme ils veulent tout faire, ils veulent avoir l'ensemble du cycle d'intégration continue,
Je crains qu'au bout d'un moment, en fait, il y a plein de gens qui n'utilisent que GitLab et donc qui soient entièrement piégés dans leur politique, quoi. Et donc, si, imaginons que GitLab considère que telle fonctionnalité n'est plus disponible dans le GitLab open source et devienne payant, ben voilà. Imaginons qu'ils augmentent les tarifs de leur solution payante. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut générer de la concurrence, du choix pour l'utilisateur. Et donc, j'essaye de proposer un choix supplémentaire. Parce que là, les deux grands, c'est GitLab et GitHub. Moi, à mon petit niveau, j'essaye de proposer une alternative. Voilà. Bon, je vais quand même pas passer la soirée. Petit niveau, on n'a pas tous ton niveau. Non, mais petit niveau en termes, disons que je suis pas une boîte à 5000 développeurs, c'est ça que je veux dire. Pas la taille de GitLab.com ou de GitHub, tu vois. Même si j'ai un bon tour de taille, leur taille quand même. Voilà, c'était la blague. J'ai pas la noter dans le journal de bord, celle-là. Hein. Alors, on retente les test bats. Alors j'ai fait les tests inspect cet après-midi, ça marche, ça passe. Et donc là, les tests bats, j'aimerais qu'ils passent correctement. Mais ce conteneur-là, il n'est pas différent de celui... Si, 1.29.9. Ah, il y a un truc là. Lui, il est en 29.9 et celui-là, il est en 29.28. Mes tests sont quand même passés. Bon, je vais le passer en 29.29. Alors, est-ce que tu as déjà fait du BATS, Dalongo? Les tests BATS, c'est des tests pour tester du shell. C'est du test unitaire de shell. Alors là, l'erreur, c'est ça. Registry serve, voilà. Et on relance. Et Ruby aussi? Bah, très bien. C'est quoi tes études? C'est du sysadmin? C'est du DevOps? Il y a 4-5 secondes entre
entre mon retour et ce que je fais. Sysadmin, licence ASRALL, licence administration système réseau autour de logiciels libres en gros. C'est une licence un peu en unique en France, il me semble. Ok, ok, cool. Mais ici, c'est que logiciel libre. Hein. Open source, on essaie au maximum que ça soit du logiciel libre. Il y a une nuance entre les deux, entre open source et logiciel libre. C'est cool de voir les horizons existants parmi toutes les solutions existantes déjà, aujourd'hui. Bah ouais, ouais. Et donc ici, voilà, tu verras des outils autres que GitLab. En fait, pour référence, ici, tu verras Gitee et Concours CI. Donc Gitee, c'est la partie gestion du code, et Concours CI, c'est la partie intégration continue. Donc c'est la base de notre logiciel, ce sera ça. Et notre registre de conteneurs, donc c'est GoHarbor, c'est le projet actuel. C'est ce que je suis en train de développer actuellement. Alors. Donc on va voir les tests BAT. Ceux qui racontent. C'est bon, l'eau a été bue correctement. Merci pour le follow, Hunden 1381. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. Dans les projets aussi à venir, c'est de faire un conteneur BATS pour éviter cette étape-là qui sert à rien. Mais bon, la priorité, c'est la forge logicielle. D'abord la forge logicielle. Alors, configuration path unspecified. Ah, donc il veut quand même un fichier de configuration. Je croyais qu'il n'y en avait pas besoin. Alors. Parce que dans les exemples, ils n'en montent pas de fichier de configuration. Hein. On m'aurait menti. Donc, pour référence, c'est ce Dockerfile là. Donc, lui, il met un fichier de configuration. Ah, mais il met directement le fichier. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Registry. On va regarder l'exemple. Config exemple plutôt. D'accord, mais tout ça, on peut le paramétrer en variable d'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on va garder?
L'adresse. HTTP adresse 443. Parce que ça sera toujours en SSL notre truc. Voilà, on va faire un fichier comme ça minimaliste. Parce que tout le reste, on le voudra flexible. On va garder les Content Type Options aussi. Et le reste, ça sera flexible. Ok, on va faire ça. Donc, c'est pas etc docker registry, c'est... Ah, je vais retrouver mon playbook. Mon playbook est là. On va faire home user bin registry. Voilà. Parce que nous, on fait tourner notre conteneur en user et pas en route. C'est meilleur pour la sécurité. Faut éviter que vos conteneurs qui tournent en prod tournent en route. Ils doivent tourner avec un autre user que route. D'accord. Donc là, on a notre fichier de config. Mais du coup, là, ça veut dire qu'on a un init à faire, hein, du coup. On a un conteneur init à faire. C'est dommage. Mais bon. On aurait pu s'en passer, mais là, on peut pas. Hein. S'il y a un fichier de config à plat, l'idée, c'est de pouvoir le transformer automatiquement. Bon, on va faire un conteneur init, du coup. Alors, set container parameter for init. Il n'a pas besoin de SSL, il va pas prendre de données. Par contre, il va stocker dans config registry. Voilà. Je vais le mettre en dessous ici. For init. Voilà. Init. Et on va rassembler en une seule étape ces trois étapes-là. Ce sera plus lisible. Donc, on a .config / registry. On a .local share registry. Je vais taper à côté. Voilà. Et le dernier, c'est .ssl. Ok. Et c'est des items. Et donc, on va faire create registry directories for registry. Voilà. Donc pour l'init, on est bon. Maintenant, on va lui mettre ce fichier par défaut. Donc c'est import default registry configuration file for init. Non, file, du coup. Donc ça, c'est la syntaxe copy. Donc on va copier la source. Ça va être le fichier qui va se nommer registry-config.yml. Voilà. La destination, c'est le dossier template. Et du coup, ça me fait dire qu'ici, je fais un with items aussi. Pour garder le truc lisible. Hop, template.
Et on va le mettre donc dans Home User Binaries, Template, registry config.yml. Voilà. Le owner, le groupe, on délègue. Et c'est le conteneur init. Voilà. Et là, c'est for init. Ok. Donc l'idée de l'entry point de l'init, c'est de transformer, enfin de placer correctement ce fichier J2 dans le répertoire de config. Et donc on va s'inspirer de celui-là. Voilà. Voilà. Et du coup, on va remettre l'init wait pour le registre, forcément. Donc c'est ça qu'on va remettre. Voilà, je pensais m'en débarrasser, mais je pourrais pas cette fois, une autre fois. Donc init shj2, ça me semble bon. Et là, on n'a qu'un seul fichier de configuration à déplacer. On n'a même pas de Dockerize à installer. Voilà. Ce qu'on veut. C'est registry. Voir s'il est lisible. Et s'il n'y a pas le fichier config d'enregistrer. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas le fichier config d'enregistrer, on va mettre celui qu'on a mis dans le dossier template. Donc en fait, l'init, c'est une aide qui permet de transformer tous les fichiers de configuration et de les générer à partir de variables d'environnement. Donc même pour les systèmes où on a des fichiers de configuration, on peut quand même manier nos conteneurs juste avec des variables d'environnement sans monter de fichiers de configuration. Voilà. C'est à ça qui sert l'init. Et pourquoi je ne mets pas ça directement dans le conteneur lui-même? Parce que souvent on a besoin d'outils supplémentaires, de binaires supplémentaires comme Dockerize, qui alourdissent le conteneur. Or, cette opération, c'est 1 milliseconde au début de la vie du conteneur, et après, le reste de la vie du conteneur, le fichier de config, il est comme il est, quoi. Et donc ça sert à rien de rajouter quelques mégas supplémentaires sur un conteneur, qu'on doit garder le plus petit possible, juste pour faire une opération d'1 milliseconde au démarrage du conteneur. Donc je fais un init qui fait cette opération, et ensuite il envoie les fichiers créés dans les conteneurs du service, qui eux font tourner leur service avec les fichiers créés. Donc eux, ils n'ont pas besoin d'avoir Dockerize ou d'autres outils. Voilà. C'est pour garder les conteneurs qui font tourner le service le plus léger possible. Config, registry, config, yml. Ok. Donc, build init. On va reprendre build registry et le transformer en poil. Donc, copain pré-registry init. Container name init. Init. Comment je l'ai nommé ici? Parce que juste init, je pense que c'est un peu court. Ah oui, d'accord. Je l'ai préfixé. Donc je vais le préfixer ici aussi. Registry.
Et du coup, pour garder la même syntaxe, il va falloir doubler le registry ici. Registry. Voilà. Copaint, un conteneur, init, build. Ok. Niveau GitLab CI, donc tu vois, Dalango, tu vas voir ce que je fais comme GitLab CI. Donc, GitLab CI, il est comme ça. Donc, on va faire un registry ici. Et on va faire la même étape pour construire l'init cette fois. Et ce qu'on garde, c'est le conteneur tar gzd. Et on déploie, on va mettre les dépendances correctes, que sont donc registry et init. Voilà. Bon, on a un conteneur qui va se créer, maintenant il faut le greffer. Donc pour le greffer, ça veut dire qu'il faut créer un réseau pour que les deux communiquent, et il faut le monter. Donc, comme réseau, je vais prendre Registry Network. Voilà. Registry Network. Ok. Et je vais m'inspirer d'un autre projet pour mettre le conteneur init. Ok. Bon, il n'y a pas... En fait... Tu penses utiliser des outils comme Traefik pour te faciliter la gestion au niveau réseau? Écoute, pour l'instant, le LB, le load balancer, on n'a pas encore réfléchi. Traefik, c'est bien quand tu as du... quand tu es dans un truc avec provisioning dynamique en cours de vie, comme Kubernetes, c'est-à-dire avec du scaling, par exemple. Quand tu n'as pas de scaling automatisé, c'est-à-dire que par exemple quand tu es sur du bare metal, tu peux pas vraiment avoir de scaling automatisé parce que du scaling, ça veut dire provisionner du nouveau hardware, des nouveaux serveurs. Donc ça veut dire qu'il faut les installer et tout ça. Ça, c'est pas encore automatisable. Et donc, dans ce cas-là, Traefik est un peu lourdingue pour ça. Il sert un peu à rien pour ça. Donc, en fait, Traefik, on l'utilisera quand on fera du scaling automatisé. Pour l'instant, pour ces outils, ça sera du scaling statique, c'est-à-dire qu'on rajoutera du hardware au fur et à mesure. Et donc, pour ça, Nginx peut très bien faire le boulot. Et quand on commencera à avoir une infra suffisante, on commencera à se poser la question de scaling automatisé et donc de Traefik. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Alors... Hop, c'est pas concours, c'est registry. Conteneur registry. Slash init. Voilà. Et là, slash registry. Du coup.
Alors, je m'inspire d'un vieux projet hein, pour voir si je réinvente pas la poudre. Donc, conteneur registry, ok. On n'a pas de Postgre là. C'est le network registry. Network. En termes de variables d'environnement, on en... Alors, est-ce que je les mets là? Je pense que ça sert à rien parce qu'en fait, on va faire le fichier de config statique dont je l'ai parlé il y a 5 minutes. Et pas plus. Alors... Par contre, il faut transférer le conteneur init entre les outils. Donc ça, c'est... registry, config init. Et ensuite... on va mettre ce point de montage là. Voilà. Donc je finis et j'explique hein, ce que je fais. Donc c'est registry config init. Registry config init. Et là c'est registry network. Et pour lui, on va lui mettre un volume en lecture seule, registry. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, je vais juste vérifier l'entry point, c'est bon. Donc là en fait j'ai rajouté un conteneur init ici, que j'ai mis en read-only. Donc le but de ce conteneur init c'est de placer dans le bon répertoire de config la config template qu'on va créer tout de suite après. Et ensuite, de dire au conteneur qui fait tourner le service, c'est bon, c'est fait, tu peux démarrer. Et donc, pour faire ça, en fait, il va placer un fichier dans ce répertoire, /conteneur init. Et donc, ce répertoire, on a besoin de le mettre en commun entre les deux conteneurs. Et donc, lui, il va écrire un fichier dedans, mais lui, il a besoin juste de lire le fichier. Donc, on va le mettre en read-only. Voilà. Et donc, lui, quand il voit le fichier apparaître, ça veut dire que l'init est fini et qu'il peut démarrer à son tour. Voilà. C'est tout simple. Et donc tous les deux communiquent sur le réseau Registry Network. Donc le fichier en question, il est créé ici, c'est-à-dire en gros, j'écris don dans conteneur init, init et le numéro de version d'upgrade. Donc ça, c'est pour pouvoir faire des upgrades avec des données. J'expliquerai plus tard. Et lui, il va le récupérer ici, version Copint Upgrade, là. Et tant qu'il ne le voit pas, il attend. Et une fois qu'il y est, il démarre. Voilà. Alors, je vais mettre déjà les variables Copint Upgrade en place. Ça, j'aurais pas à le faire pour la suite. Vu que j'en parlais. En fait, cette variable-là, elle sert juste à dire, attention, donc c'est un numéro arbitraire, il faut juste qu'il soit différent du numéro précédent. Et ça sert à dire, attention, ce déploiement-là, c'est pas un redémarrage du service avec les mêmes conteneurs, c'est une mise à jour du service. C'est pas les mêmes conteneurs, donc il va falloir peut-être que tu fasses des scripts de migration et tout ça. Et donc ça permet de lancer des scripts de migration éventuels, etc. Alors.
Donc là, on n'est pas du tout au bon endroit. C'est ici. Ah, c'est vrai que les variables d'environnement, elles se mettent comme ça dans la syntaxe Docker Compose. Voilà. C'est plus correct. Voilà. Alors, du coup, on est obligé de mettre cette variable environnement, uniquement celle-là, pour l'init, pour qu'il s'y retrouve aussi. Voilà. Bon, c'est un peu plus complexe que ce que je pensais. Moi, j'aurais aimé avoir un seul conteneur qui démarre et c'est parti, mais là, non. On va en avoir deux liés. Ah, bon. Build init, build registry. Ok. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir charger registry, mais aussi init. Ici aussi. Ici, il va falloir l'override localement. Voilà. Et ensuite, il va falloir faire la commande dans task.json pour déclencher le build de l'init. Ok. Et enfin, j'ai fait beaucoup de et ensuite, et enfin, et enfin, et ensuite, mais bon. Là, il va falloir faire un var init. Ok. Qui contient ces infos-là. Pas le local binaries. Non. Mais la l'init, on charge. Et l'appel à Dockerize, on a vu déjà dans GoHarbor. Voilà, tout ça là. Hop. Voilà. Ah, bah, du coup, ça aussi, ça peut disparaître. Voilà. Bah, ça me semble bon. Du coup, on va construire l'init. Et ensuite, on va relancer les tests. Bon, déjà, je vais tout cleaner pour être sûr. Et la VOD, eh bien, la suite au prochain épisode. Allez.